Mesdames et messieurs, c'est l'heure de vous informer. Bienvenue à ce journal rétrospectif sur Vert Pâturage Télévision. Durant 3 jours, soit du 11 au 14 novembre, les experts des deux pays vont non seulement évaluer les recommandations de la 9e session tenue à Ngabé en République du Congo, mais aussi analyser et échanger sur la sécurité le long de la frontière commune. Ce cadre qui s'inscrit dans la vision des présidents de ces deux pays entendés, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et Denis Sassou Nguesso, va permettre et faciliter le maintien du dialogue très permanent de manière à éviter les malentendus qui sont à l'origine des tensions qui peuvent influer sur la sécurité des populations de ces deux États. La présente rencontre permettra à nos experts respectifs d'échanger sur des questions d'intérêt commun et sur des stratégies communes de coopération à adopter afin de mieux relever les nombreux défis sécuritaires auxquels nos deux pays font face. Et c'est de cette manière que nous amènerons nos populations respectives à vivre en paix et à améliorer leurs conditions sociales. Pour le patron de la territoriale de la République du Congo, son pays s'engage à ne jamais trahir la RDC. Et que le Congo n'a jamais servi et ne servira jamais de base arrière pour une initiative visant à déstabiliser un pays voisin. Surtout pas, mais alors pas du tout, le pays frère qu'est la République démocratique du Congo. À l'issue de ces travaux, les experts du Congo-Brazzaville de la République démocratique du Congo vont également procéder à la préparation d'une feuille de route reprenant des résolutions prises par le patron des sécurités et des territoriales de ces deux États avant l'adoption des résolutions et la signature des recommandations de cette 10e session de Kinshasa. Ce combat qui oppose depuis ce lundi 11 novembre le rebelle du M23 aux combattants locaux appelés Wazalendo, l'agglomération des Bukombo au sud de la chefferie des Buito en territoire de Rutshuru. Selon Isaac Kibira, notable des Buito, c'est autour des 5h30 que les rebelles ont pris d'assaut les positions des Wazalendo, mais les combattants se sont bien défendus. Depuis le matin en territoire de Rutshuru, dans la chefferie des Buito, précisément dans le groupement Bukombo, les M23 se sont réveillés en quittant Kizimba et d'autres Moulimbi pour attaquer les VDP au niveau de Bukombo. Alors, arrivés dans la contrée de Shonyi, à Kavumu précisément, ils ont attaqué les positions de Wazalendo. Alors, les Wazalendo, en tout cas, s'affrontent aux M23 qui n'ont pas, en tout cas, la force de pouvoir repousser les Wazalendo. Au moment où nous parlons, il y a des crépitements de balles au niveau de Kavumu, Shonyi, et dans la partie aussi de Sissa, ceux qui sont venus de Kizimba, mais les Wazalendo en tout cas s'affrontent bec et ongle pour contrecarrer l'avancée des M23 qui n'ont pas en tout cas eu la force de pouvoir repousser les Wazalendo. C'est ça la situation qui prévaut dans cette contrée. La population fuit ça et là, se cache dans des collines comme d'habitude. Alors nous demandons aux belligérants de pouvoir respecter les principes des droits internationaux. Il faut dire que cette situation provoque du coup un mouvement des populations de ce village. Les déplacés prennent notamment la direction de l'hôpital Birambizo et d'autres vers la brousse. Juste avant l'introduction des ministres d'État, ministres du Budget et des Finances venus représenter le gouvernement, une motion incidentielle a été soulevée par la sénatrice Katoumoua visant la loi portant reddition des comptes. C'est parmi les documents qui accompagnent la loi portant reddition des comptes. Et l'article 180 de la Constitution est clair là-dessus. Nous n'avons pas reçu le rapport. Le document avait été distribué. Nous avons reçu la réponse du ministre par rapport aux observations de la Cour de compte, pas le rapport de la Cour de compte. Motion soutenue par d'autres sénateurs. Moi, j'ai les documents par mes recherches personnelles, mais la manière dont nous devons procéder, Monsieur le Président, est-ce que tous les collègues ont les documents que moi, ils seront à la hauteur d'examiner
le pour et le contre, ben, ils n'en ont même pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Parce que le chiffre qu'on nous a montré là-bas, il faut que ça soit censuré. Il faut que tous les collègues aient les observations de la Cour des comptes. Après vote, la plénière a décidé de suspendre momentanément l'examen de ce projet de loi. En ce qui concerne la loi des finances rectificative, une autre motion a été soulevée par l'honorable Mpanda. Il est des pratiques parlementaires et même dans la pratique qui se fait, qu'on ne peut pas procéder à la loi des rectificatives sans passer par la reddition des comptes, des pratiques parlementaires. La reddition des comptes reste le préalable, que ce soit pour le contrôle par les cours des comptes, qui est le préalable pour la reddition des comptes. Après vote, l'on a dénombré 28 pour la poursuite du débat, 41 contre et 2 abstentions. Ainsi donc, le débat a été suspendu pour reprendre à une date ultérieure. La mission de ces 11 députés à Kampala en Ouganda consiste à échanger avec les autorités parlementaires ougandaises et le groupe d'amitié RDC-Ouganda sur le renforcement de la diplomatie parlementaire constructive pour la paix entre les deux pays. Nous sommes venus rencontrer le président et les membres du bureau qui l'entouraient pour recevoir les termes de référence de cette mission, qui est une mission interparlementaire d'établissement d'une coordination bilatérale entre le Parlement de la République démocratique du Congo et le Parlement de l'Ouganda, pays voisin de la République démocratique du Congo, avec lequel nous lie une série d'accords, notamment la mutualisation des forces qui se déroule maintenant dans certaines provinces de l'Est contre les forces terroristes des ADF NALU qui subissent quand même quelques échecs, et nous voudrions comprendre comment améliorer cette collaboration qui s'est mise en route entre notre gouvernement et le gouvernement ougandais. Nous sommes un parlement responsable, représentatif des intérêts du peuple congolais, et nous allons au contact de nos homologues ougandais qui représentent pour leur part les intérêts du peuple ougandais. Notez que cette initiative découle des échanges que le président Vital Kamerhe a eus avec son homologue ougandais à Accra pour appuyer la coopération bilatérale traditionnelle entre les deux nations. La semaine 45 du lundi 4 au samedi 9 novembre a été marquée par une baisse en incidence et létalité dans la riposte à la variole simienne dit Mpox. Au total, 834 cas suspects ont été enregistrés avec une complétude de 80%. Parmi ces cas, 81 cas ont été confirmés et l'on compte également 3 décès parmi les cas suspects, chose qui a ramené les cumuls à 42 912 cas suspects, 30 112 cas investigués, 19 677 cas prélevés, 9 456 cas confirmés et 1132 décès de cas suspects. Contrairement à la semaine 44 qui avait une létalité de 1,6%, la semaine 45 a quant à elle une létalité de 0,36%, chose qui a démontré une riposte efficace de la RDC, épicentre de la maladie. Nous sommes réunis ici à Bakou, à la COP29, à un moment où notre planète fait face à une urgence climatique sans précédent. Nous constatons tous que le changement climatique s'accélère, compromettant nos projections et notre capacité d'adaptation. La clé réside dans l'action collective qui doit être ambitieuse et reposer sur les principes de justice, d'équité et de solidarité. Mon pays, la République démocratique du Congo, premier poumon du monde, a le profil de pays solution. En effet, avec ses vastes étendues de forêts qui régulent le climat mondial, sa riche biodiversité, ses réserves en eau douce, ses gigantesques zones de tourbières, ses immenses terres arables, sans oublier ses nombreux minerais critiques incontournables pour le développement des technologies de pointe à l'ère de la transition énergétique, la République démocratique du Congo est véritablement au cœur des enjeux climatiques.
Cependant, elle reste extrêmement vulnérable aux effets néfastes du changement climatique. Pour ce faire, l'ensemble des pays qui luttent contre le réchauffement climatique doit s'engager à nos côtés pour atteindre cet objectif commun, préserver l'humanité car l'heure est grave. Chaque pays doit jouer sa partition. Par ailleurs, il faut aborder en toute transparence et sans embâche la question de la finance climatique qui doit répondre aux enjeux avec plus d'ambition, plus d'engagement et surtout plus d'équité. Face à la crise climatique, notre gouvernement a élaboré un plan national d'adaptation qui doit bénéficier des financements importants afin de répondre à nos besoins. Il est urgent d'assouplir les modalités d'accès et d'accélérer l'opérationnalisation du fonds de réponse aux pertes et préjudices. Permettez-moi d'attirer votre attention sur le fait que la biodiversité à l'est de mon pays est en danger à cause de la guerre barbare nous imposée par le Rwanda. Ce qui nous contraint à orienter une partie importante de notre budget à l'effort de guerre et à la préservation de nos aires protégées, plutôt que d'investir dans la résilience climatique. Dès lors, j'invite à la prise de conscience collective concernant cette situation dramatique et singulière. Par le choix du thème « La prière des pauvres monte vers Dieu », le souverain pontife rappelle que les pauvres ont une place privilégiée dans le cœur de Dieu, qui est attentif et proche de chacun. Dieu entend la prière des pauvres et face à la souffrance, il devient impatient jusqu'à ce qu'il leur rende justice. La Journée mondiale des pauvres représente un appel permanent pour nos communautés à être attentives et accueillantes aux personnes les plus démunies. Dans son message écrit le 13 juin dernier, le pape François a rappelé que cette journée est une occasion pour prendre conscience de la présence de pauvres dans nos sociétés et comprendre leurs besoins. Il a mentionné avec gratitude les nombreuses personnes qui consacrent du temps à l'écoute et au soutien des plus pauvres. Quoique la journée soit plus orientée vers l'Église, celle-ci devrait également être interpellatrice pour les gouvernants. Il est vrai que l'Église peut s'adonner aux actions de manière à venir en aide aux démunis, mais la grande responsabilité incombe aux dirigeants qui doivent développer des mécanismes nécessaires en vue d'améliorer les conditions de vie des multiples démunis à travers les communautés et ainsi diminuer le taux de pauvreté. Refaire les focus. Comme à l'accoutumée, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya, était en briefing spécial le mercredi 13 novembre. Cette fois, il était avec son collègue de la Santé publique et Prévoyance sociale, le docteur Roger Kamba. La situation épidémiologique de Mpox, il en a été question. Après 45 semaines, la situation se présente plutôt bien, a fait savoir le ministre de la Santé. Malgré l'évolution de la maladie, l'équipe de riposte contrôle la situation sur le terrain. Nous avons vu la tendance qui a beaucoup monté d'ailleurs jusqu'à la 39e semaine à peu près, parce que nous sommes maintenant à la 45e semaine depuis le début de l'année. Et donc, nous faisons deux choses. Premièrement, nous recherchons nous-mêmes de manière active tous les cas. Mais pour cela, il a fallu déployer des équipes sur terrain. Ça a pris du temps pour que tout le terrain soit couvert par les équipes. Mais maintenant, nous sommes à un niveau où nous atteignons plus de 80% de complétude. C'est-à-dire que nous recherchons vraiment tous les cas. Mais en recherchant tous les cas, nous voyons tous les cas de maladies éruptives. Tout ce qui ressemble au monkeypox, on le prend d'abord, on le considère que c'est du monkeypox. Mais quand on fait maintenant les testings biologiques, on peut maintenant exclure certaines maladies qui ne sont pas de monkeypox. Donc nous avons deux niveaux d'informations à donner. Le premier niveau, c'est le nombre de cas suspects. Le nombre de cas suspects, on a dépassé les 42 000 à la 45e semaine. Et nous avons dépassé le 1130 morts à peu près pour l'ensemble du pays depuis le début de l'année. Toutes ces personnes-là sont suivies et diagnostiquées quand on a la possibilité de faire le testing. Nous avons fait le choix d'une riposte multisectorielle, c'est-à-dire qu'on a la surveillance, on a le laboratoire, on a la prise en charge, on a la protection contre les infections, on a la communication.
Et cette prise en charge multisectorielle est dirigée par notre Institut national de santé publique, bien sûr avec les appuis des partenaires, bien sûr avec les appuis de l'Africa CDC. Le ministre de la Santé publique a fait savoir que la première phase de vaccination a déjà pris fin. Il est question actuellement de passer à la deuxième phase. Les autorités de la République démocratique du Congo sont parvenues à un accord préliminaire au niveau de service avec le Fonds monétaire international. Et cet accord, ce nouveau programme sera axé sur la lutte contre le changement climatique, soutenu par la Facilité pour la résilience et la durabilité. Le programme soutenu par la Facilité élargie des crédits vise à favoriser une croissance forte et inclusive, accélérer la diversification de l'économie, stimuler la création d'emplois, améliorer les niveaux de vie, renforcer la gouvernance, la transparence. Mais la particularité pour l'accord qui est le double accord qui a été obtenu aujourd'hui, c'est que d'une part, nous aurons un appui qui va concerner tout ce que nous avons comme initiative dans les secteurs climatiques. Ce sera à peu près 1,1 milliard de dollars. Et de l'autre côté, nous aurons un appui dans le cadre de la facilité élargie des crédits, donc un nouveau programme triennal d'à peu près 1,7 milliard. La particularité cette fois-ci, souvent lorsque nous recevons ces appuis, c'est de l'argent qui va à la Banque centrale pour renforcer les réserves d'échange, mais l'équipe gouvernementale qui a négocié avec le Fonds monétaire international a obtenu que de cette enveloppe, 800 millions devraient servir à financer des projets d'investissement, ce qui est un pas important au regard justement de l'engagement qui est suivi de près par la première ministre elle-même, Judith Suminwa, qui s'assure, vous avez observé que le taux d'échange est resté stable, en tout cas pour les 3 derniers mois. Il y a un pacte de stabilité qui est suivi et toutes les politiques monétaires qui sont suivies à la loupe pour nous assurer que nous avons non seulement réussi à contenir la vague d'inflation, mais que nous prenons des mesures pour que cette inflation puisse davantage baisser. C'est tout dire de la stratégie qui est mise en place par la Première ministre. C'est illustratif de tout ce que nous faisons autour du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi, parce que c'est lui qui donne l'impulsion de toutes ces actions. Conduite par son président Daniel Kabeya, cette délégation a été reçue par le président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. Elle est venue alerter sur cette question en rapport direct avec la population. La Profaco vient solliciter de l'autorité législative la révisitation de l'ordonnance loi numéro 27 du 27 mars 1952 portant sur l'hygiène publique et la loi numéro 91/018 du 30 mars 1977 créant l'ordre de pharmacie en RDC ainsi que la loi cadre qui dispose que les établissements pharmaceutiques doivent être les propriétés personnelles d'un pharmacien ou d'un groupe de pharmaciens attitrés. En exigence de l'application de cette loi qui ne cadre plus avec le contexte actuel, la COREP exige chaque tenancier d'une pharmacie d'embaucher 3 cadres dont un pharmacien titulaire, un pharmacien, tous recrutés sous la supervision et en conformité avec les conditions de prestation imposées par le Conseil national de l'ordre de pharmaciens, exigeant au minimum $600 de salaire à chacun de 3 personnes embauchées, ce qui porte le frais administratif mensuel à $1,800 américains. Nous sommes devant un problème, un dilemme pour lequel nous sommes en train d'être pourchassés par le ministre provincial qui nous exige des conditions qui ne sont pas unes afin de tenir nos pharmacies. Il nous donne un moratoire d'1 mois pour que nous puissions nous mettre au diapason de la loi qui date de 1952. Alors nous avons trouvé qu'il fallait recourir au premier d'entre nous qui est les législateurs afin qu'on puisse revoir cette loi, afin qu'on puisse surseoir ou suspendre cette mesure. Quant à nous, nous allons nous organiser pour rentrer dans cet assainissement qu'il est en train de demander. Et le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés, nous a dit qu'il va s'impliquer personnellement afin de trouver des solutions idoines.
Le président de l'Assemblée nationale, très préoccupé par cette situation qui risquerait de créer un chaos dans la desserte des médicaments avec une incidence néfaste sur la santé des populations, est intervenu immédiatement en appelant le gouverneur de la ville de Kinshasa à suspendre cette décision pour examiner avec tous les acteurs impliqués les possibilités d'un assainissement progressif de ce secteur. Deux projets de loi ont été examinés au cours de cette séance plénière. Il s'agit du projet de loi portant reddition des comptes de la loi des finances exercice 2023 et celui relatif à la loi des finances rectificative exercice 2024. Pour le présenter, le gouvernement a dépêché le ministre d'État en charge du budget Aimé Boji et celui des finances Doudou Fouamba. Ainsi, le ministre des Finances fera l'économie du projet de loi portant reddition des comptes 2023. Il s'est apaisanti sur 3 points importants, à savoir la synthèse du projet de loi, la situation consolidée de financement et les principales articulations de ce projet de loi. Son collègue du budget présentera lui le projet de loi rectificative 2024. Aimé Boji fera savoir que l'élaboration de ce projet de loi est justifiée par des changements introduits par 4 faits majeurs. Lors du débat général, les sénateurs ont relevé certaines incohérences et autres. Comme l'exige la loi, ces 2 projets de loi ont été confiés à la commission ECOFIN pour toilettage. Elle aura donc 7 jours pour présenter son rapport. Les 2 projets de loi sont confiés à la commission ECOFIN pour une étude approfondie. Bien sûr, je vais inviter tous les honorables sénateurs de bien vouloir participer activement aux travaux qui vont se dérouler au sein de cette commission ECOFIN, autant qu'il en fait cet après-midi et ce soir avec tant de brillance et de pertinence. En tout cas, vos contributions sont vivement attendues au sein de cette commission. Et en ce qui concerne les travaux au sein de celle-ci, j'accorde un délai de 7 jours à la commission pour procéder à cette étude et présenter son rapport. C'est par ce mot que Jean-Michel Sama va clôturer la séance plénière dans la soirée du jeudi 14 novembre. Grâce à ce programme, le ministre des Finances a fait savoir que la RDC va bénéficier d'un montant équivalent à 2,8 milliards de dollars américains du FMI. Ici, c'est d'abord le moment de rendre hommage à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons constaté que depuis le mois de juin, lorsque nous sommes arrivés en tant que membres du gouvernement Soumouina, Judith, les taux d'inflation en glissement annuel étaient autour de 22,2%. Et aujourd'hui, nous sommes autour de 14,9%. J'ai le plaisir d'annoncer que nous avons réussi au niveau de cet accord de service à obtenir que plus de 800 millions de dollars soient convertis pour le financement des investissements publics en appui budgétaire. Pour les ministres des Finances, ces initiatives incarnent la détermination du gouvernement à moderniser l'économie du pays. Nous avons pris des engagements d'améliorer la gouvernance de notre secteur forestier. Nous avons pris l'engagement d'améliorer et de mettre en œuvre des politiques publiques d'adaptation et d'atténuation des impacts et des effets du changement climatique. Nous allons développer des investissements durables qui vont permettre à ce que nous puissions accroître la résilience climatique de notre pays. Il faut dire que la RDC a conclu un accord de service avec les Fonds monétaires international et FMI. Ce dernier inclut 2 programmes ambitieux, à savoir un programme climatique de 1,1 milliard de dollars pour un total de plus de 2,8 milliards de dollars sur 3 ans. Les discussions menées sous la supervision du ministre des Finances, Doudou Fouamba, ont abordé des enjeux complexes, dont la gestion des dépenses urgentes, les salaires des fonctionnaires, les recettes du contrat SICOMINE et des réformes structurelles cruciales. Vous avez vu dans cette constitution à l'article 217, on veut nous obliger
à abandonner une part de notre souveraineté à des États voisins. Et on nous dit que nous n'avons pas le droit de revoir ça. Qui est celui-là qui va m'interdire, moi, le garant de la nation, à ne pas faire? Je vous confirme encore ce que j'avais dit à Kisangani. L'année prochaine, je vais réunir une commission de Congolaises et de Congolais bien pensants qui sont issus de plusieurs disciplines et dont l'objectif sera de revoir cette constitution. Leurs propositions vous seront présentées à vous, peuple congolais, d'abord à travers vos élus, et si cela est nécessaire, nous consulterons la population, le peuple congolais, pour qu'il décide de lui-même s'il doit s'arrêter à la révision ou carrément aller au changement de la Constitution. Et personne, vous avez entendu, personne ne changera mon avis sur cette question. Je ne suis pas venu à la tête du Congo pour m'éterniser au pouvoir et pour faire souffrir mes compatriotes. Jamais. Tout ce que je fais, tout ce à quoi je pense, c'est au bonheur de mes compatriotes, au développement de mon pays. Parce qu'un jour, je vais devenir ex-président et je vais vivre dans ce pays auprès des miens. Je voudrais circuler dans toutes les provinces. Prenant la parole lors de la clôture de ces assises, le chef de l'État a d'entrée de jeu salué la qualité des échanges ayant abouti à ces réformes proposées. Félix Tshisekedi a retenu comme recommandation phare formulée lors de ces états généraux de la justice la révision du cadre législatif pouvant garantir l'indépendance du pouvoir judiciaire. Parmi les recommandations phares, j'ai retenu la révision des cadres législatifs pour garantir l'indépendance effective du pouvoir judiciaire, l'établissement des tribunaux itinérants pour favoriser un meilleur accès à la justice et la mise en place d'une politique de formation continue destinée aux magistrats. Le président de la République a invité chaque fils et fille du pays à porter la charge de la mission et de l'engagement pour restaurer la justice en RDC. Nous avons tous une responsabilité sacrée envers notre nation et chacune ici, à travers son rôle et ses compétences, porte la charge et l'honneur de cette lourde mission. Ce jour sera marqué dans l'histoire comme celui où, unis, nous avons pris l'engagement solennel de restaurer la justice en République démocratique du Congo. L'histoire jugera sévèrement quiconque trahira cet engagement. C'est sur cette note que je déclare officiellement clos les États généraux de la justice édition 2024. Ces assises marquent un tournant décisif pour la renaissance de la justice en RDC. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec le journal rétrospectif le dimanche prochain. Au revoir.